Surgissant des mers glaciales du Nord, ils ont pris le monde d'assaut vers la fin du 8e siècle. Pendant les 300 années suivantes, ils ravagèrent les pays civilisés. Rien ne pouvait les arrêter, ni les océans, ni la peur de l'inconnu, ni les souverains européens. Voici l'histoire des Vikings. Derrière leur réputation de barbares se cache une histoire extraordinaire. Ces explorateurs, colonisateurs et commerçants prennent la mer avec une soif insatiable de richesse. Ils repousseront les frontières du monde connu, les côtes nord-américaines au marché public de Bagdad, et susciteront d'importants changements sociaux, politiques et économiques avant de disparaître à jamais. Il y a 1200 ans, les Vikings ont surgi des eaux glaciales de la mer du Nord comme des prédateurs lâchés dans un monde sans méfiance. Ils viennent d'un territoire de fjords et d'eaux profondes, de fermes misérables et de vieilles rivalités entre clans. Cette région que l'on appelle aujourd'hui la Scandinavie. Ils laissent derrière eux des légendes empreintes de violence et de courage, des sagas qui racontent leurs explorations et leurs conquêtes. Mais quelque chose de plus remarquable encore est enfoui dans leur terre natale. Nous sommes en 1880, au cœur de la Norvège. Des archéologues norvégiens font une découverte époustouflante, qui ouvre une fenêtre sur le passé et révèle comment les Vikings vivaient et comment ils mouraient. Grâce à cette découverte incroyable, on a appris que la civilisation des Vikings était aussi développée, même au plan artistique, que les nations européennes de l'époque. On a fracassé le mythe des maraudeurs nordiques aux casques cornus qui ont attaqué l'Europe à coups d'épée. On retrouve le même objet dans plusieurs lieux de sépulture à travers la Scandinavie. Il en révèle plus sur les Vikings que n'importe quelle autre découverte. C'est un navire qui sert de tombeau, rempli des biens dont son propriétaire a besoin pour la traverser vers l'au-delà. La seule façon de voyager d'un endroit à l'autre était par bateau. Les Vikings ont créé de magnifiques bateaux. Lorsque les archéologues ont entamé leurs fouilles, ils avaient peine à croire qu'il était possible de naviguer dans de telles embarcations. Mais elles étaient très fiables, faciles à manier et capables de flotter dans à peine 7 cm de profondeur. Ils pouvaient donc remonter les rivières. Les Vikings enterraient souvent leurs figures importantes dans leurs navires, accompagnés de tous leurs biens. Ils croyaient que la mort était un voyage. Tous les outils nécessaires à la vie éternelle étaient placés dans le navire, puis ils enterraient le tout. Ces objets sont bien préservés. Qui sont ces barbares mystérieux aux sépultures élaborées? Pourquoi sont-ils devenus le fléau de l'âge des ténèbres? Il nous faut remonter à la fin des années 700, dans les hautes terres de la Norvège. Nous pouvons tirer quelques conclusions au sujet de la vie des Vikings avant qu'ils ne prennent la mer à la recherche de territoires à piller. C'était un peuple sédentaire et agricole qui vivait dans divers villages divisés par clans. La famille était probablement importante à leurs yeux, mais nous n'en sommes pas certains. Des chefs régnaient sur les clans et la guerre éclatait quelquefois entre eux. Somme toute, la vie des Vikings était basée sur la survie. Le climat était bien plus froid que dans le reste de l'Europe. Il était sûrement difficile de rester en vie. C'est un point très important à retenir. À l'aube de l'ère des Vikings, la ferme familiale est l'unité économique de base du peuple. Ils sont fermiers et gardiens de troupeaux. Le climat leur laisse très peu de temps pour cultiver leurs fruits et légumes,
et ils comptent énormément sur le bétail. La paix en Scandinavie tire à sa fin. La population croît rapidement et la demande pour des terres fertiles augmente. Les relations sont tendues. La violence éclate entre les clans vikings. Les pilleurs s'attaquent aux fermiers avec leurs haches et leurs épées. Ils font preuve d'une violence inouïe. Les plus faibles sont incapables de lutter. Cette guerre pour les terres plonge la Scandinavie dans l'anarchie la plus totale. Chaque roi possédait une grande ferme peuplée de travailleurs et d'esclaves. Lorsqu'il voulait attaquer quelqu'un, il n'avait qu'à rassembler tous ses hommes. Les Vikings pénétraient dans le village, s'emparaient de tout ce qu'ils voulaient et quittaient aussitôt les lieux. Leur stratégie n'était pas très élaborée, mais elle était très efficace. Les terres et les richesses se font rares en Scandinavie. Certains Vikings laissent leurs différentes côtés et se préparent à tenter fortune ailleurs. Les Vikings, qui jadis construisaient des fermes, utilisent leurs bras et leurs outils à une autre fin. Sur les rives des Anses du Nord, une invention qui changera à jamais la civilisation viking prend forme. Le drakkar. Ce vaisseau extraordinaire, au design révolutionnaire, changera le cours de l'histoire et déclenchera une flambée de violence qui consumera l'Europe et le monde pendant 3 siècles. Pour construire leur drakkar, les Vikings font appel à leur vaste expérience des techniques de construction navale et à leurs légendaires habiletés marines. Sans le drakkar, les Vikings n'auraient jamais pu subsister. C'est l'évolution de la technologie qui leur a permis de marquer l'histoire. À la longue, ils ont appris à construire des vaisseaux pouvant naviguer l'Atlantique Nord. Grâce au drakkar, les Vikings ont pu se rendre très loin. Ils ne prenaient que 4 à 6 semaines à construire. Le design demeurait toujours le même. Ils le construisaient plus large pour les eaux calmes et plus profond pour naviguer sur l'océan. S'ils voulaient un bateau pour affronter les rivières de la Russie et de l'Europe, ou pour se rendre au cœur du continent, ils n'avaient qu'à construire une version un peu plus petite. Les Vikings pouvaient porter leur drakkar d'un cours d'eau à l'autre pour ensuite prendre la mer parce qu'il était très léger. C'était très important. Les drakkars étaient rapides comme l'éclair, personne ne pouvait les rattraper. Finis les navires côtiers comme l'étaient la plupart des vaisseaux méditerranéens. Les Vikings pouvaient se rendre de la Norvège jusqu'en Écosse, des îles Féroé jusqu'en Islande et de là jusqu'au Groenland. Ils pouvaient naviguer sur les eaux fluviales et lacustres qui étaient trop dangereuses pour les embarcations côtières. Les Vikings n'avaient pas peur et ils possédaient la technologie pour parvenir à leur fin. Les Vikings ont réussi à élaborer un navire avec un tirant d'eau minime et une grande adaptabilité. Une merveille d'ingénierie pour l'époque. Les Vikings n'ont ni roi, ni gouvernement pour les guider. Les villages agissent indépendamment l'un de l'autre. Chaque village a son propre chef. Les Vikings se sont réunis pour entreprendre cette mission, laissant leurs épouses et leurs enfants pour prendre la mer. Ils sont à la recherche de butin. Et ils s'arment en conséquence. Un des premiers raids connus des Vikings a été mené en juin 793 sur Lindisfarne, au large de l'extrémité nord-est de l'Angleterre, où se trouve le monastère de Saint-Cuthbert. Lindisfarne est un des principaux centres religieux des îles britanniques. Il regorge de piété et de richesses plus tangibles. Le carillon retentissait. Les moines se rendaient à la messe lorsqu'ils ont vu ces dragons surgir de la mer. Les Vikings les ont pris d'assaut. Ils ont massacré les moines, puis ils ont pillé et incendié le monastère. C'était une véritable vision d'enfer. Les moines décrivaient les Vikings comme étant des diables tout droit venus de l'enfer.
Les Vikings étaient des guerriers dont les valeurs reposaient sur l'intimidation, la peur et le terrorisme. Ils étaient des pilleurs et non des soldats. Les Vikings étaient extrêmement féroces, extrêmement avares et extrêmement habiles. On les décrit souvent comme étant des barbares, mais ils attaquaient leurs cibles de façon très disciplinée et faisaient preuve d'une extrême précision militaire. Le guerrier viking était une véritable machine de guerre. Un Scandinave musclé, vêtu d'une armure de cuir. Il était armé de simples outils, un couteau, une épée et une hache à long manche. Cette dernière était soi-disant l'arme la plus redoutable. Les Vikings pouvaient la lancer très habilement pour décapiter leurs victimes ou tout au moins les handicaper. Les monastères le long des côtes attirent les Vikings grâce à leur richesse abondante et à la passivité des moines. La chronique anglo-saxonne, entamée vers la fin du IXe siècle, est la source primordiale pour l'histoire anglaise entre les 5e et 11e siècles. On y a consigné la terreur infligée par les envahisseurs vikings comme suit. Les barbares ont saccagé l'église de Dieu à Lindisfarne en pillant et en massacrant. Cette attaque sacrilège de 793 sur les moines et leurs trésors entre dans l'histoire comme le premier raid important des Vikings. Mais les attaques sur Lindisfarne et les autres monastères le long des côtes des îles britanniques ne sont qu'un début. Le 8e siècle tire à sa fin et les Vikings voient grand. Les grandes villes de l'Europe seront bientôt la cible de la puissance de ces violents nordiques. Et l'ennemi sera impitoyable. Les Vikings quittent la Scandinavie en quête de richesse. L'attaque de 793 à Lindisfarne, au nord de l'Angleterre, déchaîne un véritable ouragan de violence viking qui menace d'engloutir l'Europe tout entière. Nous sommes au milieu du IXe siècle, soit environ 50 ans après l'attaque de Lindisfarne. L'Europe est riche, et les Vikings le savent. Les communautés scandinaves unissent leurs forces pour construire des dracars. Ils comptent améliorer leurs conditions de vie aux dépens des Européens, qui ne s'y attendent point. Les Espagnols cherchaient de l'or, mais les Vikings, eux, cherchaient de l'argent. Il leur était très important. Plusieurs des emblèmes religieux retrouvés dans les monastères, comme les croix, étaient faits d'argent. Les factions vikings partent en mer sans souverain pour les unir. Leur flotte grossit et peut regrouper des vingtaines de bateaux. Les flottes sont indépendantes les unes des autres, ce qui rend l'assaut encore plus difficile à arrêter. La réputation de chaque roi viking fleurit, leurs ambitions aussi. L'Europe est à leur portée. À la différence des autres continents, l'Europe est traversée par plusieurs rivières. L'Amérique du Nord et l'Afrique n'ont que quelques cours d'eau principaux. En Europe, il y en a beaucoup. Les dracars des Vikings sont étroits, longs et n'ont besoin que de très peu d'eau pour flotter. Ils peuvent donc naviguer presque n'importe où. Une des premières attaques vikings par le biais d'une rivière a lieu en 845. Elle est menée par Ragnar, un chef viking notoire du Danemark. Déterminé à poursuivre la tradition de Lindisfarne, il mène son armée et sa flotte de 120 dracars au combat sur la Seine. Sa cible, Paris. Avant d'atteindre la ville, les hommes de Ragnar déciment l'avant-garde française sur les rives de la Seine et les mènent tout droit vers une mort atroce. Les Vikings étaient des terroristes et ils voulaient se battre le moins possible, alors leur tactique faisait appel à la terreur. Une légende veut qu'on ait déjà surnommé un de ces guerriers l'ami des enfants, parce qu'il refusait de lancer les bébés dans les airs pour les embrocher sur son épée. Les Vikings étaient des hommes abominables.
La légende veut que ce jour-là, l'armée de Ragnar ait pendu 111 soldats. Hermanter, un moine de la région, décrit comme suit la violence et le pillage des Vikings le long de la Seine et de la Loire, qui perdurent durant des décennies. Il y a de plus en plus de navires, écrit-il, et le nombre des Vikings ne cesse d'augmenter. Les chrétiens sont victimes de pillages et de massacres incessants. Les Vikings anéantissent tout sur leur chemin. Il est impossible de leur résister. L'immense flotte viking remonte la Seine et chemine vers Paris. La ville de Paris est bien fortifiée. Pourtant, lorsque le roi de France voit les Vikings s'approcher de sa ville, il décide d'acheter la paix plutôt que de les affronter et de risquer la destruction. Le roi de France, Charles le Chauve, donne près de 6 tonnes de lingots d'or et d'argent à Ragnar afin qu'il quitte la France pour de bon. Mais sa stratégie n'a pas l'effet escompté. Les Vikings ont vent des richesses qui pullulent en Europe et qu'il est possible de se faire soudoyer. Ils multiplient leurs attaques en Europe du Nord et sur le reste du continent. Entre 790 et 1100, les Vikings se rendent au cœur du continent en empruntant tous les cours d'eau principaux. Un nouveau monde les y attend. Ce sont les Norvégiens qui écrivent le chapitre le plus excitant de l'histoire des Vikings. Ces explorateurs courageux colonisent l'Islande et le Groenland. La colonisation du Groenland est intimement liée à l'histoire de 2 Vikings légendaires, Éric le Rouge et son fils, Leif Erikson. Éric mène une expédition au Groenland à la fin du Xe siècle. Il sera le premier à s'installer sur cette terre impitoyable. À cause de son bouillant caractère, Éric le Rouge avait été banni de l'Islande pour une période de 3 ans. Il est donc parti vers l'ouest pour s'installer sur la côte est du Groenland. Éric veut promouvoir le Groenland. Il ne peut pas admettre que seuls quelques kilomètres de la côte sont habitables. Il prétend donc que le Groenland est un pays de verdure. Certains des Vikings qui s'y sont rendus ont sûrement rebroussé chemin, mais plusieurs d'entre eux, au caractère plus robuste, ont décidé d'y rester et y ont mené une vie très difficile. La terre était presque incultivable, mais il était possible de pêcher et de chasser. Somme toute, c'était un climat très rigoureux. Cette terre lointaine voit naître, sous le commandement d'Éric le Rouge, une petite communauté agraire qui survit au jour le jour. En guise de gouvernement, les villageois convoquent un Althing, une assemblée législative issue de leur pays natal, qui permet aux hommes libres de se défendre et de se prononcer sur des sujets touchant la communauté. Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, est issu de cette communauté d'hommes libres. Et tout comme son père, il meurt d'envie d'explorer le monde. En l'an 1000, il quitte le Groenland. Leif Erikson se laisse guider par les rumeurs. Un autre explorateur viking prétend que le vent a fait dévier son bateau alors qu'il tentait d'atteindre une autre colonie au Groenland. Il réussit à se réorienter et se retrouve aux abords d'un pays à la végétation luxuriante. Ce n'était sûrement pas le Groenland. En se basant sur ces témoignages, Leif Erikson part à la conquête de l'Ouest. Il y découvre un nouveau monde. C'est une histoire fascinante qui demeure controversée. Je crois que ce sont les Vikings qui ont découvert l'Amérique en l'an 1000.
Grâce à la datation en radiocarbone, nous savons que Leif Erikson a colonisé Terre-Neuve en l'an 1000 précisément. Nous sommes donc certains que les Vikings étaient à Terre-Neuve. Peut-être ont-ils même atteint des régions plus au sud. Mais les Groenlandais ne parvinrent pas à s'établir ici. On estime que la colonie n'a tenu qu'une décennie à Terre-Neuve. 5 siècles avant le voyage de Christophe Colomb, les Vikings avaient déjà créé un lien entre les hémisphères Est et Ouest. Après son court séjour à Terre-Neuve, Leif Erikson retourne au Groenland et y introduit quelque chose de nouveau. Avec les mêmes outils qui ont servi à construire les premiers dracars, les Vikings fabriquent les croix d'une nouvelle religion. Ils ont décidé de se convertir au christianisme. Le roi de Norvège a demandé à Leif Erikson de christianiser le Groenland. Il a accompli son devoir. Si les Vikings ont une influence grandissante sur le monde, l'inverse est aussi vrai. Les chefs voient dans le christianisme un moyen d'unifier leur peuple, tout en exerçant une plus grande autorité sur lui. À l'aube du XIe siècle, 200 ans après l'attaque de Lindisfarne, les Vikings n'ont toujours pas de souverain, et il n'y a que très peu de solidarité entre les différents clans. Le christianisme pourrait servir à unifier le peuple. Cependant, certains groupes païens résistent à l'avènement du christianisme et refusent d'abandonner les dieux anciens. Les rois se sont intéressés au christianisme puisque cela leur permettait de consolider leur pouvoir. Mais le peuple a lutté contre cette nouvelle autorité. Ils ne voulaient pas abandonner leurs coutumes. Cela les effrayait. Les missionnaires chrétiens se sont aventurés sur l'île et ont converti quelques Vikings. Mais plusieurs d'entre eux étaient sceptiques. Les chrétiens ont donc décidé de mettre les divinités païennes au défi. Ils ont donc confronté le Berserker, un guerrier fou furieux, le représentant de ces dieux païens. Les missionnaires ont allumé un feu, puis ont dit aux païens de faire de même. Si le Berserker réussit à traverser votre feu et pas le nôtre, le christianisme sera le grand gagnant. S'il ne réussit pas à traverser votre feu, le paganisme sera victorieux. On aurait cru à une épreuve issue directement de l'Ancien Testament. La légende veut que le Berserker ait réussi à traverser le feu des païens, mais non celui des chrétiens. Les Vikings ont donc conclu que le christianisme était la vraie religion et se sont convertis. Pendant ce temps, en Norvège, un jeune viking jouera un rôle catalyseur dans l'unité du peuple viking. Harald Hardrad est le demi-frère du roi Olaf. Il est aussi son dauphin. Harald n'a que 15 ans quand une guerre civile viking l'appelle au combat. Il est avec la faction perdante. Mais Harald se vengera un jour, et il écrira sa propre histoire avec le sang de ses ennemis. Les Vikings s'abattent sur l'Europe comme une horrible épidémie meurtrière. Ils commencent par s'attaquer à des monastères inoffensifs. Peu de temps après, les Vikings terrorisent le reste du continent. Ils finiront même par s'entretuer. La Norvège est en pleine guerre civile. En 1030, la bataille de Stiklestad oppose les forces du roi danois Canute le Grand à celles du roi norvégien Olaf. Un jeune guerrier, Harald Hardrad, demi-frère et dauphin du roi Olaf, émerge des conflits internes qui ensanglantent le sol et l'âme de la Norvège. Au milieu du XIe siècle, Harald devient un homme. Il a l'ambition d'unir et de mener le peuple norvégien. Mais il doit tout d'abord accéder au pouvoir. Harald est un personnage intéressant.
Il débute son apprentissage de viking très jeune. Il n'a que 16 ans quand il doit fuir la Norvège après avoir subi une blessure dans une bataille qui va coûter la vie à son demi-frère, Olaf. Harald doit s'exiler dans les pays lointains du Nord. Il se rend en Suède pour ensuite se diriger vers Kiev, une ville marchande florissante dans le pays que l'on nomme aujourd'hui l'Ukraine. En 1031, il emprunte le même chemin que les vikings suédois qui, au cours des 2 derniers siècles, avaient établi des villes marchandes pour avoir accès aux produits exotiques de l'Est. Les Suédois sont arrivés dans la région en pilleurs violents, mais ils s'y sont établis pour devenir des commerçants cosmopolites. Grâce au commerce, Kiev relie le monde viking au vaste monde de l'Est. Harald y décèle tout de suite les avantages. Les trésors de l'époque regorgent de pièces de monnaie de partout dans le monde. On a retrouvé des statuettes de Bouddha dans les ruines de la cité viking de Hedeby. Les Vikings avaient des liens avec beaucoup d'autres civilisations. Ce fait est beaucoup plus important que les histoires de pillage et de massacres. C'est à ce carrefour de la culture et du commerce que Harald se rend compte que son butin ne vaut rien s'il n'a pas de marché où le vendre. Il retient bien cette leçon. Cela faisait des centaines d'années que les Vikings vivaient du commerce. Ils pillaient les monastères et prenaient des calices et des manuscrits. Ces objets ne valaient rien pour eux. Ils devaient les échanger pour obtenir ce qu'ils voulaient vraiment. Les Vikings ne font pas que transiger des biens matériels. Ils sont aussi des marchands d'esclaves. Ils n'hésitent pas à vendre les hommes et les femmes qu'ils capturent lors de leurs raids. Les femmes mouraient souvent pendant l'accouchement. Elles devaient donc être remplacées. Les Vikings kidnappaient les femmes, les violaient avant de les vendre comme esclaves. Malgré ses leçons économiques, Harald ne s'est pas rendu à Kiev simplement pour faire fortune dans le commerce. Son cœur de viking le pousse à devenir guerrier et à acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir roi. En 1038, Harald est confiant et il est à la conquête d'autres butins. Il mène une force d'élite de mercenaires vikings. Il écrase des insurrections au nom de plusieurs rois de l'Est de l'Europe. Il amasse des richesses et accroît son pouvoir alors qu'il prépare son retour en Norvège pour s'emparer du trône. En Sicile, Harald fait preuve d'une débrouillardise exemplaire. Le génie militaire d'Harald est caractérisé par la ruse plutôt que par le courage. La sournoiserie est une vertu chez les Vikings. Ils ne font pas simplement qu'attaquer les gens. Les Vikings préfèrent la fourberie. Lorsqu'ils voulaient s'emparer d'une ville, Harald demandait parfois à ses hommes de capturer tous les petits oiseaux qui survolaient les lieux. Ils attachaient des petites branches aux oiseaux à l'aide de la corde et de la résine, puis y mettaient le feu. Les oiseaux retournaient dans leur nid sur les toits de chaume. Ils incendiaient ainsi la ville et les Vikings la prenaient. Au XIIIe siècle, l'historien islandais Snorri Sturluson traite de la conquête de la Sicile par Harald et de l'efficacité de sa stratégie dans un ouvrage intitulé « La saga d'Harald, fourrure grise ». Il écrit « Les Siciliens ont quitté la ville en demandant grâce. Ces mêmes gens lançaient des injures à l'armée et à son chef depuis des jours. Harald a épargné la vie de tous ceux qui ont imploré sa clémence. Il s'est rendu maître de la ville. » Après 15 ans d'exil, Harald a assez de pouvoir et de richesse pour enfin revendiquer son droit légitime à la couronne de la Norvège, divisée par des conflits internes. En 1046, il rentre en Scandinavie en célèbre mercenaire armé de la richesse et de l'ambition d'un roi. Il ne lui manque que la couronne. En tant que successeur du roi de Norvège, Harald est prêt à revendiquer son titre.
Il y a cependant un problème. Son neveu est le nouveau roi de Norvège. Pour monter sur le trône, Harald doit conclure une entente. Il est très astucieux. Il dit à son neveu qu'ils peuvent partager le royaume. Son neveu meurt 1 an plus tard. Il n'y a aucune preuve que Harald l'ait tué, mais les accusations sont nombreuses. D'ailleurs, il ne l'a jamais nié. Harald se retrouve donc à la tête du royaume. Ayant enfin mis la main sur la couronne, Harald veut maintenant s'assurer que son pouvoir ne sera pas remis en question. En 1047, il décide d'anéantir ses ennemis. Sa vengeance est terrible. Il allie stratégie et furie pour attaquer tous ses opposants. En 1047, après avoir gagné en puissance au fil des ans, Harald Hardrad devient roi de Norvège. Son règne est marqué par la violence. L'armée d'Harald est sans pitié. Elle dévaste les fermes et les villages de ses détracteurs. Le message est clair, les gens devront se soumettre, sinon ils périront. Partout en Norvège, les ennemis d'Harald paient cher pour leur manque de loyauté. Dans la saga d'Harald de fourrure grise, le roi vante sa cruauté à sa façon. Je tue sans le moindre remords et je me souviens de chacune de mes victimes. La traîtrise doit être réprimée avant qu'elle ne m'écrase. Tous les moyens sont bons, car la traîtrise donne naissance à l'insurrection. Une fois l'insurrection réprimée, les Vikings sont prêts à célébrer. Les sympathisants du roi Harald se rendent chez lui pour un repas somptueux. Les Vikings qui avaient beaucoup d'or étaient influents au sein de leur communauté puisqu'ils donnaient de l'argent à leurs compatriotes. C'est ainsi qu'ils formaient leurs armées. Il fallait nourrir les hommes et les gaver d'or. Ils s'y attendaient. Un guerrier ou un skald qui se distinguait des autres se voyait récompensé avec une bague ou une coupe en or. Il fallait donc posséder une énorme fortune pour se maintenir au pouvoir chez les Vikings. C'est pour cette raison que Harald a pillé tant de palais. C'est ainsi qu'il a pu accumuler autant d'or. Le seigneur viking attirait les gens grâce à sa personnalité. Il devait être réputé pour remporter des victoires et assurer la sécurité de ses guerriers. Les Vikings se réunissaient pour des festins somptueux où ils buvaient beaucoup d'hydromel et obtenaient beaucoup d'or. Et quand le besoin se faisait sentir, les Vikings se rassemblaient, prenaient leurs épées et repartaient en campagne de pillage. La vie des Vikings tournait autour de ces banquets. Lors de ces festins, des magouilles politiques naissent, des pots de vin sont perçus, des alliances se forment et les hommes exercent leur pouvoir. Leur système politique était assez flexible. Cela permettait aux Vikings de profiter de chaque situation. Cependant, tout pouvait s'écrouler si le chef mourait sur le champ de bataille ou s'il était humilié par un adversaire. Lorsque cela survenait, un autre Viking, souvent bien différent de son prédécesseur, était prêt à prendre sa place. En prenant Kiev pour modèle, le roi Harald crée une importante ville marchande, stratégiquement située au bord de la mer, où des produits de partout dans le monde sont disponibles. Il réalise son plan à Oslo, une ville destinée à devenir un des plus grands ports du pays. Harald sait très bien que c'est le commerce qui unifiera le peuple viking, qui obtiendra la richesse et la stabilité qu'il convoite tant. Les marchés d'Oslo regorgent des produits des fermes vikings, du blé, des légumes, des fourrures et des tissus. Les dracars importent de la marchandise de partout dans le monde, des épices, de l'or, des textiles, des pierres précieuses et des esclaves.
Les marchés regorgent de poteries et de verres d'Allemagne, de bijoux de France et de pièces de monnaie des pays arabes lointains. Oslo prospère et les Vikings deviennent des marchands astucieux. Les articles retrouvés dans leurs tombeaux en disent long sur ce mode de vie des habitants de cette communauté. Des armes gravées d'or, des bijoux en plus des articles de bois plus modestes appartenant aux Vikings. Mais le développement de cette ville marchande ne fait qu'exciter la cupidité du roi Harald. Harald décide qu'il lui faut une cible plus importante. Il lorgne l'Angleterre. Le roi Harald Hardrad se lance donc à l'aventure. Il part en mer avec une énorme flotte et s'allie aux frères rebelles du roi d'Angleterre. En route vers l'Angleterre, Harald envisage sûrement un avenir où il règne sur un empire aussi vaste qu'il peut imaginer. Cet ancien exilé a maintenant beaucoup d'influence et de pouvoir au sein de son peuple guerrier. Il a déjà vaincu ses pires rivaux. Personne ne s'oppose à ses actes. Les richesses de l'Angleterre semblent à portée de main. Mais l'armée anglaise est disciplinée et tenace. Harald devra faire face au plus ardu combat de sa vie. Cette lutte menace de détruire tout ce qu'il a bâti. Fin septembre 1066. Un cavalier s'empresse vers la ville de York avec une sinistre nouvelle. Le roi viking Harald Hardrad approche. Les Anglais connaissent bien sa réputation d'homme brutal. Ils doivent agir rapidement et faire preuve d'un grand courage pour l'arrêter. Il a déjà amorcé sa conquête de la côte en remportant une série de violentes batailles. Sa victoire semble assurée. La ville de York semble prête à capituler. Harald et ses troupes se rendent à Stamford Bridge, à 11 km de la ville. Il s'attend à ce que les troupes anglaises lui rendent hommage en lui offrant des otages. Harald est convaincu que le nord de l'Angleterre lui appartient déjà et se rend à Stamford Bridge avec seulement une partie de son armée. Ses guerriers ne portent pas leurs armures. Mais l'armée anglaise n'est pas aussi désinvolte. Le roi, Harold Godwinson, entraîne ses soldats au pas redoublé à travers la forêt pour intercepter l'armée viking. Les épéistes sont vêtus d'armures de mailles et les archers sont bien armés. Ils sont résolus à stopper l'assaut des Vikings et sauver leur ville. D'après les sagas islandaises, les Vikings ont été surpris par l'armée anglaise. Ils ne voyaient que leurs armures qui brillaient au soleil. Ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Ils se sont finalement rendus compte que c'était l'armée anglaise. D'après la saga d'Harald de Fourrure Grise, pour les Vikings, les armes qui brillaient ressemblaient à une couche de glace. Harald doit prendre une décision. Plutôt que de rebrousser chemin et d'attendre le reste de ses hommes, il décide d'affronter les Anglais sur le champ. Les Anglais se retirent et Harald croit avoir triomphé. Ses troupes rompent les rangs. La légende veut qu'un seul guerrier qui était sur le pont tenait les Anglais à distance. Les armées étaient minuscules. Au Moyen-Âge, il était rare que plusieurs armées d'envergure s'affrontent. D'après la saga d'Harald de Fourrure Grise, Harald rallie ses hommes en leur disant « Battez-vous avec la tête haute, toujours. Les épées ne viennent à bout que des guerriers qui ont abandonné. » Le guerrier sur le pont a fini par s'écrouler et les Anglais ont pu atteindre Harald.
Les Anglais franchissent le pont et prennent d'assaut les Vikings. La bataille est féroce. Harald et ses hommes livrent bataille à une armée anglaise qui se bat avec l'énergie du désespoir. Les Vikings tombent un à un et leur sang imprègne le sol anglais. C'est un véritable massacre. Les sagas islandaises témoignent de la bataille. Leur roi n'a jamais chancelé. Il a fait preuve de courage tout au long de cette lutte acharnée. Son épée imprégnée de sang a fait fi de l'ennemi. Au beau milieu de la bataille, le roi Harald Hardrad est atteint à la gorge par une flèche. Les renforts arrivent trop tard. Les soldats anglais sont plus nombreux et déjouent les Vikings. Ces derniers sont anéantis. À la tombée de la nuit, leur défaite est incontestable. Harald Hardrad est arrivé en Angleterre en septembre 1066 avec des milliers de soldats et une ambition sans limite. Il y a trouvé la défaite et la mort. C'est avec 270 navires qu'Harald s'était rendu en Angleterre. 30 sont rentrés en Norvège. Au cours des décennies suivantes, les Vikings continuent à attaquer sporadiquement leurs ennemis. Mais aucune de ces attaques ne sera aussi ambitieuse que le dernier combat de Harald, qui marque une nouvelle ère dans l'histoire européenne. À la mort de Harald en 1066, les Vikings avaient déjà marqué la culture, le commerce et l'histoire à travers le monde. La mort de Harald signale la ruine des Vikings. Ces derniers sont victimes d'assimilation dans les pays qu'ils ont eux-mêmes colonisés. De plus, ils ne peuvent nier l'influence grandissante du christianisme. Les Vikings ont changé l'histoire européenne. La Russie est devenue le pays des Russes, les descendants des Vikings. La Normandie est devenue le pays des Normands, eux aussi descendants des Vikings, qui plus tard conquerront l'Angleterre. L'héritage des Vikings est omniprésent dans l'histoire de l'Europe. Les Vikings étaient des guerriers, des colonisateurs, des explorateurs et des marchands. Ils instiguèrent plusieurs changements sociaux et politiques. Ils ont encouragé entre autres la croissance économique mondiale, la fortification de l'Europe, le développement de l'identité nationale, le progrès dans la construction navale et la navigation. Les Vikings se forgent une réputation de barbares avec leurs raids violents. Mais leur perpétuelle quête de pouvoir et de richesse n'a pas détruit la civilisation occidentale. Les Vikings ont enrichi notre monde à jamais.